Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour ce Meetup élastique au sein de la société Rades. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Valentin Costet. Ça fait bientôt 8 ans que je travaille à Rades, notamment sur Elastic, en particulier sur la supervision des paiements, donc principalement dans des banques. Et je laisse Roland se présenter. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je me présente, Roland Ramanantsoa. Je suis consultant en informatique depuis une vingtaine d'années. J'ai rejoint Rades en 2013, où je travaille surtout dans le domaine de la supervision, notamment pour faire de Business Activity Monitoring. Et là, on va vous présenter en fait le projet qu'on fait actuellement chez un de nos clients dans le domaine bancaire, qui est la supervision des paiements en fait, de bout en bout. Donc je vais laisser la parole à Valentin pour présenter la première partie. Donc, on va vous présenter un projet de supervision des paiements de bout en bout qui a été réalisé à l'aide de la suite Elastic. Donc, on va vous détailler un peu tout ça. Donc, très rapidement, Mathieu en a déjà parlé tout à l'heure, mais la société Rades, on est spécialisé dans la supervision plutôt métier et fonctionnel. Et donc, nos clients sont principalement des banques et assurances. Donc, on est une spécialité un peu de niche dans ce marché-là. Donc, dans une première partie, on va vous expliquer quelles sont les spécificités de la supervision des paiements et quelles sont les problématiques auxquelles on fait face. Donc, on est obligé d'introduire déjà un petit peu le contexte métier de ce qu'on essaie de superviser. Donc, dans un premier temps, ce qu'on appelle une transaction, c'est vraiment un virement, un prélèvement. On ne parle pas du tout de la partie monétique de paiement par carte. Donc, une transaction, c'est, comme on fait un virement, c'est un bénéficiaire qui envoie de l'argent à un destinataire, un émetteur qui envoie de l'argent à un bénéficiaire. Donc ça, c'est un objet de transaction. Pour les entreprises, par exemple, en fin de mois, les entreprises veulent faire un virement de salaire. Au lieu de faire des transactions une à une unitaires, toutes ces transactions vont être regroupées dans une remise ou une instruction. Donc c'est des objets qui contiennent un ensemble de transactions qui vont être émis vers la banque pour déclencher toutes les opérations de traitement du paiement en question. Ces objets-là sont transmis sur des canaux spécifiques, donc c'est la partie transmission. Donc plusieurs remises peuvent être regroupées dans une seule transmission qui sont échangées avec la banque, donc sur des canaux bien précis. Il y a énormément de types de canaux d'acquisition différents, notamment des protocoles assez anciens que les banques sont obligées de supporter. Donc dans vue très très globale du processus de traitement d'un paiement, donc la première couche qu'on voit ici, c'est celle ici à gauche, c'est les canaux d'acquisition. Donc c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment le client, l'entreprise qui va émettre un virement, enfin un ensemble de virements de remise vers la banque en utilisant des canaux d'acquisition. Et au niveau de la banque, donc à ce niveau-là, on a les premières applications qui vont venir récupérer ce paiement et faire en fait l'acquisition du paiement, puis tout un système de contrôle de tous les paiements en fait, d'analyser toutes les transactions qui sont contenues dans la remise et éventuellement les séparer, refaire des nouveaux regroupements de transactions qui vont être ensuite envoyés vers l'étape suivante, qui sont les usines de paiement. Donc les usines de paiement reçoivent elles-mêmes des ensembles de transactions regroupées en remise depuis le système de contrôle. Va faire éventuellement des vérifications de lutte antifraude. Il y a tout un tas de systèmes de contrôle qui vont être faits à ce niveau-là. Et son principal but, ça va être d'envoyer ces transactions vers les systèmes interbancaires. Donc, quand deux banques veulent communiquer entre elles, en fait, il y a tout un système, plusieurs systèmes interbancaires qui permettent aux banques de communiquer entre elles. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est juste en fait émettre le virement à l'extérieur de la banque sur un réseau. Du coup, ensuite, le paiement va être récupéré par l'autre banque du bénéficiaire. Donc, et ensuite, éventuellement, faire les opérations sur le compte de l'émetteur du virement. Donc, quels sont les enjeux de la supervision bout en bout dans ce cas-là? Donc, la plus grande complexité qu'on a à faire face, c'est que l'ensemble des applications qui permettent de traiter un paiement, on n'a jamais un identifiant unique qui est tracé sur chaque élément de la chaîne. Donc, c'est une des principales difficultés. Et du coup, on a aussi cette notion de différents niveaux de granularité, donc la transmission, qui regroupe plusieurs remises, qui regroupe plusieurs transactions. Et chaque paiement va passer par tout un ensemble de statuts. Donc on peut avoir jusqu'à 30 à 40 statuts différents par application. Donc ça représente sur la chaîne de traitement
pas mal de statuts. Donc, le but de la supervision qu'on met en place, c'est d'effectuer différents contrôles. Et les contrôles de bout en bout qu'on vient de mettre en place, c'est déjà vérifier qu'il n'y a aucune perte, en fait. Donc, l'application A a bien envoyé tous les éléments vers l'application B, qu'on n'est pas en train de perdre des éléments au fur et à mesure de la chaîne. C'est des choses qu'on ne peut pas voir avec la supervision applicative qui est centrée juste sur une application. Donc là, le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc on vérifie que tout est correctement traité, tout est correctement traité aussi dans les délais pour respecter les SLA de nos clients. Donc par exemple, vous avez peut-être entendu parler des virements instantanés qui doivent être traités en moins de 20 secondes. Donc typiquement, c'est ce genre de choses que la supervision de bout en bout va essayer de vérifier. Est-ce que sur toute la chaîne de traitement, on a bien tout fait l'exécution en moins de 10 secondes? Le dernier point, c'est plus des analyses plus de type reporting ou sur l'historique en fait, des données qu'on récupère. Donc déjà, permettre juste déjà le suivi d'une remise pour savoir que cette remise est passée à telle application à telle heure par tel statut, etc. Et on fait tout le cheminement de l'application, enfin de la remise sur tout le long de la chaîne applicative. Donc on aime bien parler de suivi chronopost, c'est assez parlant pour les gens. Donc comme un suivi de colis, en fait, on dit où est-ce que est mon application et est-ce qu'elle est bloquée à un certain endroit. Et on vient aussi vérifier que tous les volumes sont cohérents par rapport à, par exemple, la semaine passée, est-ce que les montants sont cohérents. Donc c'est vraiment juste de l'analyse un peu plus statistique de ce qui se passe sur la plateforme. Donc on aime bien aussi avoir un historique assez profond pour faire aussi plus des reportings de comparaison avec les années ou les mois précédents pour savoir un peu ce qui se passe et l'évolution de ce qu'on est en train de traiter. Donc le suivi de bout en bout. Donc le but, ça va être de capter des événements de toutes les applications, des différents niveaux de granularité, donc les transmissions, les remises et les transactions. Et chaque événement va porter un ou plusieurs identifiants et le statut par lequel le paiement est en train de passer. Donc, pour assurer le suivi de ce paiement d'un bout en bout, dans les grandes lignes, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà d'indexer de façon brute les événements qu'on reçoit pour des analyses plutôt statistiques. Et dans un deuxième temps, essayer de construire un objet transaction qui représente l'état de la transaction à l'instant T. Donc on vient consolider en fait les différents statuts de la transaction. Et donc sur une transaction, on pourra voir par tous les états par lesquels elle est passée, les dates de traitement et ce genre de choses. Avec les différents niveaux de granularité, le but ça va être aussi de redescendre au niveau de la transaction toutes les informations qui sont portées par la remise et par la transmission. Donc on vient redescendre toutes les informations jusqu'au niveau de la transaction. Donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Donc il peut y avoir plusieurs identifiants, donc c'est ça notre principale difficulté. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail sur les index, dans le traitement qui est fait, on utilise 3 index. Donc le premier, on en a déjà parlé, c'est les index des données brutes. Donc c'est vraiment la sortie brute, enfin l'entrée brute qu'on reçoit, qui est directement stockée dans Elastic par Logstash. Dans un deuxième index, en fait, les index intermédiaires et l'index principal travaillent ensemble. Donc l'index principal, c'est lui qui vient stocker l'ensemble des transactions avec l'intégralité des informations qui sont rattachées à la transaction. Et l'index intermédiaire, c'est un index qui va nous permettre de faire ce travail, donc qui va contenir les informations, par exemple, des remises ou des transmissions qui vont être ensuite ramenées au niveau de l'index principal. Mais je vais laisser Roland en parler un peu plus. Donc, je laisse la parole à Roland pour parler plus en détail de ce qui est fait. Donc, je vais vous présenter en fait quelques dashboards qu'on a implémentés chez notre client. Et après, je vais vous détailler comment on est arrivé à nos fins. Juste pour rappeler, c'est un projet qu'on a débuté il y a à peu près 2 ans. On a commencé par faire un MVP basé sur des données en fait mises à jour une fois par jour. Et là, on est en train de mettre en place en fait une supervision en temps réel, c'est-à-dire qu'on va recevoir les événements en temps réel depuis les 4 applications qu'on voit là. Donc une première application qui est responsable de l'acquisition en fait de toutes les remises. Après, il passe à l'application 2 qui fait des vérifications, entre autres la mise en échéancier en fonction de la date de règlement précisée par le client. Et après, c'est transmis dans l'application 4 si c'est un virement instantané et à l'application 3 si ce n'est pas un virement instantané. Après, c'est échangé vers l'interbancaire ou un intragroupe. Donc ça peut rester dans les SI en fait,
de la banque. Donc le premier dashboard qu'on voit là, ça permet en fait de suivre une remise de bout en bout. On peut sélectionner une remise donc, soit en fonction du code remise, soit en fonction de la référence de l'instruction dans les applications d'après. Le code remise, en fait, il est valable uniquement sur le canal d'acquisition. Donc, après avoir choisi en fait une remise, on voit exactement son statut en temps réel. Donc, cette remise qui contenait 694 opérations au départ, au final, on a échangé vers Core, en fait, 400, je ne vois pas très bien, mais bon, 411 opérations. Et là, on voit dans chaque application sur laquelle est passée la remise, on voit donc des couleurs. Hein. Si c'est vert, ça veut dire que tout ce qui est rentré dans l'application a été traité correctement et a été sorti et transféré vers l'application suivante. Et quand c'est jaune, en fait, il y a des opérations, des transactions en fait, qui ont été rejetées ou annulées ou en attente. Et après, on a dans la partie gauche, en bas, en fait, tous les statuts des opérations qui sont contenus dans la remise. Et on a rajouté aussi quelques informations. Hein. Quand on clique sur une application, on a mis en fait les informations, les événements les plus importants de la cycle de vie en fait, de la remise. Donc là, on a par exemple le code unique remise et la date à laquelle la banque a accordé en fait, le traitement de la remise. Donc ça, c'est le premier dashboard. Le deuxième dashboard donc, consiste à superviser en fait une application parmi les 4. Donc cette première application hein, qui est déjà en production actuellement, c'est l'application d'acquisition. Donc on voit bien les remises en haut avec le statut actuel. Donc là, pour cette journée-là, on a reçu 273 229 remises et pour chacune de ces remises-là, on a en fait les statuts. Et on voit, par exemple, qu'il y a une remise, en fait, qui est dans un statut intermédiaire de plus de 15 minutes. Donc, ça s'est mis en évidence pour que le Middle Office, en fait, puisse faire les actions nécessaires pour informer, par exemple, les établissements concernés. Après, il y a les transmissions en bas, hein, qui contiennent les remises, et les connexions, donc, via les canaux, soit IBIX, soit Swift, soit PCIT, etc. Ensuite, l'objectif principal, c'est de faire le suivi en fait, de bout en bout. Donc, c'est un suivi transverse. Donc là, c'est un dashboard qui contient une synthèse en fait, sur les statuts de toutes les remises et des transactions dans chaque application, mais aussi les statuts en fait, des opérations qui ont été censées être transmises à l'application suivante et qui sont bien arrivées, mais aussi mettre en évidence si jamais il y a des opérations en fait, qui ont été ralenties par le mécanisme de transfert. Donc voilà les dashboards actuellement en place chez notre client. Donc pour faire cette supervision-là, on est parti de cette architecture-là. Donc il y a les applications sources qui envoient des sondes en temps réel, qui sont stockées dans un cluster Kafka. Il y a un Logstash qui va consommer en fait les événements. Il corrèle toutes les données pour alimenter en fait une base élastique hébergée en local chez nous. Donc c'est un ECE, donc Elastic Cloud Enterprise. Et après, les dashboards qu'on a vus tout à l'heure, c'est disponible sur Kibana. On a rajouté aussi une interface IHM pour gérer les alertes. Donc les alertes, il y a Valentin qui va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc je lui laisse la parole tout à l'heure. Donc pour rappeler ce qu'a dit Valentin tout à l'heure, la principale difficulté, c'est de corréler en fait tous les événements qu'on reçoit de chaque application.
Donc la première application d'acquisition qui nous transmet des événements sur les connexions, les transmissions et les remises. Et après, les remises sont envoyées dans un fichier qui vont être transférés vers l'application, en fait, les 3 applications de paiement, via des interchanges, donc des fichiers qui contiennent les remises, les instructions entrantes et les transactions. Donc à partir de là, on peut faire le lien depuis l'acquisition vers la transaction. Donc la transaction possède l'identifiant de l'instruction entrante, l'instruction entrante possède l'identifiant de l'interchange, et qu'on redescend au niveau transaction, et ainsi de suite. Donc au final, dans une transaction, on a toutes les informations, tous les identifiants en fait, toutes les clés qui permettent de remonter jusqu'à la connexion. Et après, quand c'est envoyé vers l'application suivante, dans la transaction, on a l'ID de l'instruction sortante et pareil, l'instruction sortante, on possède l'ID de l'interchange, donc ça, on va les faire redescendre jusqu'à la transaction. Donc au final, une transaction, il faut qu'on ait toutes les informations, en fait, tous les ID de tous les composants, là où est passée la transaction, avec tous les statuts. Donc c'est expliqué sur cette LED-là. Il y a les ID que j'ai parlé tout à l'heure. Chaque élément va garder l'ID lorsque le statut évolue. Et après, on fait les traitements en fait, dans des scripts Logstash pour corréler tout ça et indexer dans Elastic. Donc, je vais détailler en fait ces 2 pipelines Logstash. Donc, le premier, quand on reçoit les sondes depuis les 4 applications, donc ça arrive dans des topics Kafka. Il y a Logstash qui va consommer en fait chaque topic. On va cloner l'événement, donc un événement qui va être stocké, qui va être envoyé directement dans un index brut côté Elastic. Et l'autre événement, on va faire des traitements de corrélation afin d'identifier déjà l'ID, la clé unique pour chaque composant, avant de l'envoyer soit dans l'index intermédiaire si ça concerne la transmission ou la remise, sinon directement dans l'index principal si ça concerne une transaction. Et après tout ça, quand l'index intermédiaire et l'index principal est construit correctement, on fait en fait l'enrichissement. Les données sont stockées dans Elastic. On reprend ces données-là pour enrichir en fait les transactions et les mettre dans l'index principal. C'est un peu le même traitement que tout à l'heure, sauf que l'objectif final, en fait, c'est d'enrichir la transaction. Pour donner quelques chiffres sur tout ça, on a bien entendu en fait 3 granularités d'événements minimum par application. Donc il y a la transmission, il y a la remise et la transaction. Dans chaque application, on est amené à avoir des événements, donc 30 à 40 fois par application, et de les stocker, de mettre à jour en fait les documents correspondants. Et on estime à 100 mises à jour par statut en moyenne pour une transaction, avec à peu près en moyenne 10 millions de transactions quotidiennes, avec un pic en fait de 16 millions en début de mois ou en fin de mois. Donc voilà ce que je peux dire sur ce qu'on a implémenté en fait chez notre client. Et je vais laisser la parole à Valentin pour continuer sur la partie alerting. Donc, je vais vous parler maintenant des besoins d'alerting. Donc, comme évoqué auparavant, le but de l'alerting, c'est de détecter un dysfonctionnement dans la chaîne de traitement du paiement. Donc, pour les utilisateurs finaux, le but, c'est d'avoir en fait vraiment l'information utile. Faut pas qu'il soit noyé sous un ensemble d'informations. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter le nombre de messages inutiles qui vont nuire à leur activité. Donc, il faut vraiment un message clair qui soit très parlant et ne pas donner, si possible, de fausses alertes sur ce qui se passe. Et aussi pas d'informations en double. Donc, les utilisateurs ont besoin de faire des différentes actions sur les alertes pour gérer en fait, le cycle de vie de l'alerte. Est-ce qu'il a été traité, pris en compte? Est-ce qu'il y a des actions qui sont en train d'effectuer dessus? Donc, tout ce qui permet
définir en fait le caractère anormal de l'alerte doit être contenu en fait dans l'information qu'on donne en fait à l'utilisateur. Donc quelques exemples rapidement de comportements qui sont susceptibles de donner, enfin de provoquer une alerte. C'est la réception d'un statut qu'on a déjà reçu auparavant. Donc dans la chaîne de traitement, on a vraiment une succession de statuts. Si jamais il y a une transaction qui revient à un statut intermédiaire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, donc on envoie une alerte dans ce cas-là. Donc l'absence de réception d'événements, donc c'est typiquement on a peut-être perdu en fait une transaction dans la chaîne de traitement, donc il manque un événement dans la chaîne qui est attendu. Ou une transaction qui reste bloquée au milieu d'un traitement. Donc elle reste dans un statut qui est normalement intermédiaire et assez rapide. Et on peut détecter en fait qu'elle est restée trop longtemps dans une étape qui doit normalement se passer suffisamment rapidement. Ou bien qu'un destinataire n'ait pas acquitté la réception d'un flux. Donc quand l'application A envoie à l'application B et que l'application B ne répond pas qu'elle a bien reçu le flux de l'application A, il faut dans ce cas-là avertir les utilisateurs parce que probablement il y a un problème de connexion entre les deux applications qui ne se fait pas correctement. Donc toutes ces alertes sont centralisées dans une seule interface qui va permettre déjà d'afficher les alertes et le détail, et aussi de traiter les alertes, donc de mettre des commentaires sur les alertes ou d'acquitter les alertes quand tout est traité. Donc ces alertes sont réalisées à l'aide des watchers d'Elastic. Donc le but dans les grandes lignes, c'est de faire des requêtes toutes les 5 minutes sur notre index. Au niveau des entrées qu'on récupère, hop, le petit curseur, le but, c'est que le paramétrage ne soit pas uniquement dans le watcher, mais soit contenu dans un index de paramétrage qui sera plus facile à manipuler ensuite. Donc on a 2 entrées qui permettent, en fait, via le paramétrage et via l'index des données métiers, donc c'est l'index des transactions, qui vont permettre de vérifier les conditions pour dire est-ce que mon alerte s'est déclenchée ou non. Sauf qu'on ne veut pas, par exemple, si on détecte qu'il y a eu un temps de traitement, une latence trop grande sur un flux, on ne veut pas tous les 5 minutes réactiver une alerte. Donc on est obligé d'utiliser un 3e index des alertes qui vient stocker en fait l'état de l'alerte pour savoir est-ce qu'on a déjà déclenché ce type d'alerte à ce moment-là pour éviter en fait de réémettre une 2e fois, une 3e fois l'alerte en continu. Donc on se base sur ces 3 index pour faire la vérification de ce qu'on doit alerter. Est-ce qu'on n'a pas déjà une alerte qui est en cours? Et une fois que c'est fait, la sortie de notre watcher, c'est juste une écriture dans un index élastique pour dire il y a eu une alerte sur ce sujet-là. Et cet index va être lu par une IHM dédiée pour ça. On va en parler un peu après. Donc, pour la restitution, on utilise en partie Kibana. Donc, on a différents spaces qui représentent différents profils métiers. Les spaces Kibana vont nous permettre de cloisonner différentes dashboards et différentes vues pour les différents profils. Le premier profil qu'on peut voir, c'est un profil qui est métier, donc pas technique, qui doit s'occuper en fait, dès qu'il y a un problème, d'alerter les différents participants pour commencer en fait, à résoudre les problèmes. Le profil des applications sources, c'est plus les personnes responsables d'une application qui veulent contrôler que leur application fonctionne bien. Donc ça va être une vue un peu différente parce qu'ils sont intéressés uniquement par les problèmes sur leur application. Un profil métier établissement, donc ça c'est plus des personnes qui sont plus proches des clients finaux. Et enfin un dernier profil, un profil manager. Donc leur but, c'est plus d'avoir une vue de reporting, est-ce qu'au global, la plateforme marche bien, est-ce que j'ai pas eu trop de problèmes sur le dernier mois. Donc c'est plus une vue d'ensemble pour piloter en fait la plateforme. Donc les besoins qu'on a pour la restitution, c'est pour que chaque utilisateur, quand il va sur Kibana, il ait assez vite les différents dashboards qui les intéressent. Donc c'est ce qu'on a présenté juste avant. On utilise des spaces pour vraiment cloisonner les informations et qu'on n'ait pas juste tous les dashboards en vrac dans un seul et un même space. Donc là, en fait, on a un space qui est dédié pour chaque profil qu'on a évoqué juste avant. Donc il y a des dashboards qui vont permettre en fait, d'avoir une vue premier coup d'œil, et ensuite on va pouvoir aller dans des dashboards qui vont permettre de plus détailler ce qu'on veut voir. Donc on a un des problèmes en fait, qu'on rencontre avec Kibana, c'est que même si on a des dashboards principaux et des dashboards secondaires en fait, de détail, quand on va sur la liste des dashboards sur Kibana, on voit forcément l'intégralité des dashboards. Donc pour remédier à ça, on place des tags particuliers sur les dashboards qui sont importants pour l'utilisateur en première arrivée.
Et ensuite, c'est sur ces dashboards-là qu'on va pouvoir naviguer sur les différents sous-dashboards. On utilise le SSO SAML pour associer en fait à un profil utilisateur, un space particulier, une visibilité particulière pour savoir. Donc tout ça est raccordé automatiquement après à la gestion des utilisateurs globales de l'entreprise. Donc pour finir, un petit retour d'expérience qu'on a eu sur la suite Elastic sur ce projet en particulier. Donc un des gros avantages de la suite Elastic, c'est quand même que c'est assez simple de rentrer dans Elastic, de le mettre en place pour une première fois. Et l'autre avantage, c'est que c'est toujours aujourd'hui très présent chez tous nos clients. On n'arrive pas chez un client en disant on va utiliser Elastic. En général, ils connaissent, ils ont des infras qui sont parfois dédiés pour ça. Donc c'est pas un inconnu là-dessus, donc ça les rassure. Donc Logstash permet de faire beaucoup de choses, notamment avec tous les scripts, soit du script Ruby, soit en utilisant des scripts PNS pour gérer les mises à jour. Donc ça permet de répondre à quasiment la totalité des besoins de corrélation qu'on peut avoir à faire. Donc pour tout ce qui est en réel, la suite Elastic, ça marche très bien. Tout est utilisable via des API, donc c'est facile d'industrialiser chez le client les mises en prod, les déploiements et tout ce qui tourne autour de ça. Donc évidemment, toutes les fonctionnalités de recherche sont très utiles, surtout les agrégations dans notre cas. On va plutôt se baser là-dessus. Donc c'est très bien pour réaliser rapidement des MVP. Pour les clients, c'est en général assez rapide à mettre en place. Et assez facile en fait à prendre en main et pour les utilisateurs. Par contre, les limites qu'on peut avoir, c'est surtout autour du Kibana. Donc Kibana, c'est un très bon outil d'administration, de visualisation des données. Par contre, en général, c'est quand même trop technique pour des utilisateurs métiers qui ne veulent pas se prendre la tête, on va dire, à essayer de comprendre quelles sont les données qui sont derrière. Donc par exemple, c'est en général impensable de demander à un utilisateur métier de commencer à taper une requête KQL. Ça les repousse tout de suite, ils ne veulent vraiment pas toucher à ça. Ils veulent vraiment un truc qui soit clé en main, ils mettent leurs critères et on a directement les résultats. J'en ai parlé sur le point juste avant, on n'a pas possibilité de cacher les dashboards. Idéalement, en fait, on voudrait quand on va sur la vue dashboard, qu'on n'ait que les dashboards principaux et qu'on ne voit pas le reste, pour ne pas perdre l'utilisateur dans un ensemble de dashboards qui peuvent le perdre en fait, dans la navigation. Le dernier point, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de moyen en fait, de déclencher d'écriture depuis un dashboard Kibana. C'est quelque chose qui nous serait très utile pour les alertes, de faire un tableau en fait, d'alerte, et on peut associer un message, en fait, l'utilisateur peut taper un message pour dire qu'il est en train de traiter l'alerte. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans Kibana. L'alerting, donc pareil, les watchers sont assez puissants, mais dès qu'on veut intégrer un cycle de vie de gestion des alertes, ça devient en fait assez vite complexe par rapport à des outils qui sont vraiment plus dédiés à ça. Donc ça permet de bien détecter les alertes, mais ensuite la gestion du cycle de vie de l'alerte, donc son traitement, prise en compte, acquittement, c'est assez complexe à mettre en œuvre. On rencontre aussi quelques problèmes avec les manques de précision sur les agrégations de type cardinalité, surtout quand on traite des grands volumes, pour avoir les volumes exacts de certaines agrégations. Donc quand on travaille sur des grands volumes, en fait, on perd en précision sur le résultat qui est donné. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aux clients pourquoi ils voient un chiffre qui est différent d'un côté et de l'autre. Donc c'est des choses qui nous embêtent aussi à ce niveau-là. Donc sur ce projet en particulier, en fait, ça a mis en évidence le fait qu'on ait besoin de créer en plus une IHM dédiée juste pour la gestion des alertes. On vient lister les alertes et sur cette interface, on va pouvoir commenter, mettre à jour, acquitter l'alerte pour gérer le cycle des alertes. Mais mis à part ce cas-là, le Kibana permet de répondre aux besoins, notamment on les a vus sur les dashboards qui ont été présentés, on peut vraiment pousser le truc assez loin avec certaines visualisations pour vraiment répondre aux besoins des clients. Donc voilà, Roland, si tu veux revenir pour la salle de fin. Donc merci à tous pour votre attention. Merci.